Et bien du coup, salut à tous, c'est Johan. Bonjour, c'est Marion. Et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Waste of Time. On se trouve aujourd'hui sur... pardon, attends, je m'emmène moi-même les pinceaux. Sur donc, Waste of Time, l'émission qui a pour but de vous faire découvrir des jeux vidéo et aussi de vous faire réfléchir sur ces derniers. Puis pour vous montrer qu'on peut réfléchir un peu sur tout, qui s'inspire, j'aurais pas d'accord une fois, mais je pense qu'à un moment donné, je pense que les gens qui suivent la série vont le savoir, mais du coup on s'est inspiré d'une émission de France Inter qui s'appelle La Faute aux jeux vidéo, qui a un peu la même vocation, même si nous on va partir un peu plus loin sur les questions, et donc s'éloigner un tout petit peu du jeu, même si les questions qu'on va poser, souvent, même, on a essayé un maximum en tout cas, collent avec les thématiques du jeu en question. C'est ça. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour Gris, un jeu qui me tient particulièrement à cœur, et c'est vrai que c'est moi qui vais être le maître du jeu, donc là c'est vrai que j'enchaîne un peu, mais du coup je vais peut-être commencer directement par présenter le jeu un petit peu. De toute façon vous le voyez en fond, jeu magnifique, poétique, dans la veine de tous les premiers qu'on a fait, qui sont exactement qui sont des jeux magnifiques hein, simplement, et qui est peut-être un des jeux depuis le début qui m'a le plus marqué, puisque c'est vraiment un jeu que j'ai découvert en y jouant, et vous allez voir, de toute façon c'est un jeu magnifique de toute façon. Donc Gris, c'est quoi comme jeu? Il coûte quoi? On le retrouve où? Est-ce que c'est facile à jouer? Et de quoi ça parle? Voilà, je vais essayer d'être succinct sur un peu tout ça. Alors il coûte, je crois, 20€, entre 16 et 20€. En sachant que, voilà, comme d'habitude, je vous donne le prix à peu près, mais vous pouvez toujours le trouver sur des boutiques avec des réductions si vous attendez les soldes ou n'importe quoi, si vous n'avez pas envie de mettre autant par exemple dans le jeu. Sur quasiment toutes les plateformes aussi, encore une fois, pareil, ce genre de jeu un peu, ils ont été portés partout. C'est un jeu plutôt de plateforme en 2D, contrairement un peu aux deux autres précédents qui étaient en 3D. Et qui parle du coup justement un peu plus des émotions, des sentiments, etc. Même si, vous allez le voir, vous le voyez déjà de toute façon, mais il est très contemplatif aussi, encore une fois, très... il n'y aura rien qui va être écrit, qui va vous dire... ça représente ça. Ça va vraiment être libre d'interprétation. Et donc voilà, on va le voir au fur et à mesure, je vais décrire un petit peu de quoi parle le jeu, et donc vous allez voir un peu à quel point ça peut être libre. Mais du coup, vous avez vu avec le tout début de toute façon, on est une personne, je sais plus son nom, si elle a un nom exact, mais en tout cas, cette personne en tout cas perd sa voix, ou en tout cas perd quelque chose, on le sent, elle n'arrive plus à s'exprimer, et tout autour d'elle, on voit que tout est gris. Bon, magnifique éclat du jeu évidemment, hein. Et en fait, plus on va avancer, la quête de notre héroïne, ça va être justement de retrouver sa voix qu'elle a perdue au début. Et surtout de retrouver aussi du coup un petit peu les couleurs un petit peu du monde qui est tout gris. Aujourd'hui, on va sans doute surtout voir la première couleur qui sera le rouge. Mais en fait, plus vous allez avancer, plus vous allez débloquer de nouvelles couleurs. Et à chaque fois, en ajoutant une nouvelle couleur, vous allez avoir des palettes, des tableaux de jeux magnifiques. Vous allez voir, c'est super beau. Et donc, l'interprétation de comment on peut représenter, de ce que représentent les couleurs, de ce que représente notre voyage, de ce que représentent aussi les pouvoirs qu'on va acquérir au fur et à mesure. En fait, tout ça, c'est très très symbolique. Et nous, on va se baser un petit peu sur... on va pas rentrer dans le détail sur chaque couleur, par exemple sur chaque pouvoir ou autre, mais quand vous y jouerez, je vous invite à essayer de faire ça, par exemple. Et puis peut-être qu'on reviendra à ça tout à l'heure, on verra de toute façon. Mais voilà, je sais pas si c'était clair. Et donc oui, c'est plutôt accessible pour jouer, même si, vu que c'est de la plateforme, des fois vous devrez refaire certains niveaux, vous serez un petit peu bloqué légèrement, mais il n'y a pas des pics de difficulté extrêmement difficiles. Donc normalement c'est accessible. Voilà. Je sais pas si il est trop loin. Oui, puis je pense que le but du jeu, c'est aussi de parler un peu du voyage et pas forcément de la difficulté, etc. C'est vraiment la notion de comment on fait pour en arriver jusqu'ici. Le jusqu'ici étant la fin du jeu, que vous ne verrez pas ici. Mais comme tu dis, ça a pas l'air d'être un jeu très très difficile, c'est des petites énigmes. Mais par contre, dans ses dessins, dans ses couleurs, étonnamment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire à mon avis. Exactement, et on pourrait passer une vidéo entière d'un point de vue descriptif en essayant de voir chaque élément du jeu, voir qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça pourrait représenter, parce que ça va aussi peut-être représenter faire des choses différentes en fonction de chacun. Mais en tout cas pour tous ceux qui ont fait le jeu Gris, j'ai l'impression que ça les a tous touchés profondément. D'une manière ou d'une autre, ouais. C'est ça. Parce que vous le verrez, je vous conseille. Vraiment, les deux jeux, tous les jeux qu'on va vous présenter dans cette série-là, je vous les conseille. Mais alors celui-ci, c'est mon petit coup de cœur. Oui. Je mets le petit coup de cœur du jeu. C'est ça. Je le conseille. C'est ça. Voilà. Et du coup, on a décidé au lieu de
enfin, c'est un peu difficile de parler des émotions au sens pur et dur du terme, on va dire, avec ce jeu-là, parce que sinon ça pourrait vous spoiler certaines choses, ou même, voilà, il va pas vous dire, enfin, il ne traite pas une émotion, il traite des couleurs, et c'est ce qu'on renvoie à chaque couleur qui va être les émotions. Et les émotions, on les a déjà un peu traitées la dernière fois avec Journey, même si on a pris l'exemple de la solitude, donc un seul exemple, mais n'empêche qu'en fait, les réflexions qu'on a eues sur Journey, sur une émotion, en fait, on pourrait le faire sur quasiment toutes les émotions, tous les états d'âme, on va dire, qu'on pourrait avoir. Et donc, on s'est dit que sur le gris, on pourrait plutôt parler d'empathie. Voilà. C'est ça. Et donc du coup, si on parle d'empathie, on va parler justement d'une palette d'émotions, de plusieurs à chaque fois. Et l'idée, ça va être non seulement de savoir qu'est-ce qu'on peut ressentir nous-mêmes, mais surtout qu'est-ce que les autres peuvent ressentir par rapport à nous aussi, ce genre de choses-là, quoi. Et donc je vais te lancer sur la première question. Que... Ouais, vas-y, pardon. Oui, je sais pas si c'est une première question, mais en tout cas, c'est, on va dire, une sorte d'introduction. Tu parlais de l'empathie en tant qu'émotion, mais c'est aussi une posture, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si... C'est vrai, quand on parle d'empathie, on dit on l'a ou on l'a pas, et on a l'impression que c'est quelque chose d'émotionnel, on va dire, en mode, est-ce qu'on est capable de ressentir quelque chose pour les autres. Et c'est toute la question d'aujourd'hui, ça va être de savoir comment on la définit, est-ce que c'est facile ou pas, est-ce qu'on peut être empathique de tout, ou est-ce qu'au contraire on va être empathique de certaines choses, est-ce qu'il suffit juste de comprendre, de comprendre ce qu'on ressent, enfin ce que l'autre ressent du coup pour avoir de l'empathie, ou est-ce qu'il faut que ce soit plus loin, et du coup, voilà, ça va aller un peu plus loin que ça. De toute façon aussi ce rapport de la compréhension, donc quelque chose de plutôt de la raison, ou quelque chose de plus émotionnel, donc plutôt vraiment laisser son cœur se porter, ça on traitera ça plus tard. Teaser, encore une fois. Exactement. Vous voyez bien à quel point c'est bien ficelé cette émission. N'en dis pas trop. Non, je me suis lâchée au premier épisode, je ne ferai plus jamais l'erreur. Mais non, en vrai c'est pas grave de se lâcher, en vrai, ça donnera envie aux gens de regarder la suite de toute façon. Exactement. Mais du coup c'est vrai, l'empathie, l'émotion, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que tu as une idée toi? Ouais. Oui, point. Non, non, parce que de prime abord, ça peut paraître facile, mais en essayant un peu de construire le raisonnement, je trouve ça pas si simple. Ça implique beaucoup de choses, j'ai l'impression. Ça implique beaucoup de choses. Mais du coup, c'est pour ça que j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Du coup, comment je définirais l'empathie? Je dirais que c'est la capacité, après ça va être dictionnaire Larousse, la capacité de ressentir ce qu'une autre personne ressent. Du coup, pour avoir la capacité de ressentir ce qu'il ressent, je pense que non seulement il y a besoin d'être capable de comprendre ce qu'il va ressentir, mais pour le comprendre, faut avoir vécu quelque chose, à mon avis, de similaire, ou avoir quelqu'un de proche qui a vécu quelque chose de similaire, pour qu'on soit capable de ressentir ça aussi. Dans le sens où, si on n'a jamais perdu de proche, et que quelqu'un du coup nous dit j'ai perdu un proche récemment, ça va être difficile de trouver par exemple les bons mots, ou de savoir vraiment ce qu'il ressent, même si on peut quand même compatir à sa tristesse, parce qu'on ne saura pas vraiment ce que c'est que de ressentir la même chose, la perte d'un proche. Et c'est pour ça que je pense que c'est un des trucs les plus durs, je pense, pour justement les gens qui ont besoin d'aide sur certains sujets, ou d'être réconfortés ou autre, c'est de trouver avec qui sera susceptible d'avoir une empathie avec eux. Dans le sens où je pense qu'on peut avoir une empathie très forte, notamment avec les gens justement avec qui on partage les mêmes expériences, où on a connu les mêmes choses et donc on sait ce que c'est. Mais je pense que ça peut aussi arriver avec des gens très proches, avec qui on partage beaucoup de choses, donc en fait qui connaissent aussi tout notre parcours de vie. Ce qui fait que peut-être qu'ils n'auront pas vécu exactement les mêmes choses, mais vu qu'ils nous connaissent très bien, et qu'ils auront... et vu qu'on sera confié à eux, je pense que c'est parce que c'est aussi des gens qui pensent un peu comme nous, en fait, vu qu'on aura un peu la même façon de penser, ils auront aussi un peu la même façon de ressentir. Et donc ils pourront peut-être plus facilement comprendre et se mettre en empathie avec nous. Voilà. Je sais pas si toi ça colle avec à peu près ta définition des choses aussi. Oui, ça me parle, mais je trouve que c'est quand même quelque chose de compliqué. Tu parlais justement du fait de se retrouver face à une personne, par exemple, qui a perdu un proche. Je pense qu'au-delà d'être empathique, c'est peut-être aussi une question de légitimité, qu'on se donne ou non, et qu'on nous accorde ou non. À pas être empathique, du coup, mais à exprimer de l'empathie. C'est là où je fais vraiment la distinction entre être empathique et exprimer ou soutenir quelqu'un, par exemple.
Après, ça sous-entend aussi que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que à partir du moment où on est empathique, on exprime cette empathie forcément. Parce que la garder pour soi n'aurait pas d'intérêt, je ne sais pas. Je sais pas si tu me suis jusque-là. Ouais, je te suis jusque-là. Et du coup, ça reprend un peu la question qu'on s'était posée, à savoir est-ce que toutes les émotions sont soit positives, soit négatives. Alors je sais pas s'il y a forcément une réponse à apporter ici, mais peut-être qu'est-ce qu'elle nous apporte à nous et aux autres, puisque dans le sens où on comprend, je pense, cette thématique, on parle des émotions, mais surtout du partage de ces émotions. On est d'accord ? Mais justement, il y avait une vidéo de Dirty Biology qui parlait justement de l'émotion de la tristesse, pourquoi on est triste, et il essayait de voir est-ce que ça serait pas aussi un réflexe de notre organisme d'exprimer la tristesse, par exemple, donc les signes de la tristesse, genre le fait d'être triste ou autre, pour que justement il soit décrypté par quelqu'un d'autre, et que ce soit un moyen de partager. Ce qui fait que genre on est heureux, bah du coup notre corps montre, enfin on n'est pas juste heureux sans bouger en mode genre waouh, je suis le plus heureux du monde, tu vois. Ça se voit, et donc en fait c'est pour le partager. Tout comme quand on est triste, en fait ça se voit pour justement pouvoir avoir de l'aide ou autre. Et donc il y aurait peut-être, c'est en tout cas ce qui était défendu dans sa vidéo, un vrai rôle social, mais du coup beaucoup moins enfin sans les mots quoi, juste en mode les émotions. Et d'ailleurs il y a toute une science qui s'appelle la synergologie, que j'aime bien, même si voilà, encore une fois c'est une science. Je trouve ça incroyable. Ouais, c'est incroyable comme truc. Qui est, du coup il y avait une série qui s'appelle Lie to Me qui était basée sur cette science, et cette science, bon, elle n'est pas encore reconnue en tant que 100% sûre, mais elle se base sur l'idée qu'on ne pourrait pas cacher nos émotions. On serait obligé, enfin notre corps serait obligé de les exprimer, et donc en fait s'il les exprime, on pourrait les voir. Et on a ce genre de réflexe là, parce qu'on voit quelqu'un qui est triste, on voit quelqu'un qui est stressé, on arrive à le sentir un peu, on va dire, parce que on est habitué à voir ça, mais il n'empêche que la synergologie va essayer de voir quels sont les gestes précis qui prouveraient en fait ce sentiment de je sens que t'es un peu triste, ou t'as l'air stressé, non? Parce que ça se sent dans le ton de la voix, ça se sent dans à quel point on peut poser son regard par exemple, ou si on a un regard fuyant. Tout ce genre de petits trucs là, la synergologie va essayer de l'analyser pour le mettre sur papier. Après l'idée c'est de se dire que il y a pas de, enfin c'est pas exact dans le sens où genre si je sais pas moi vous êtes stressé, c'est pas forcément lié à enfin ça peut être lié à quelque chose qui vous prend la tête, mais pas lié à la personne qui est en face de vous par exemple. Parce que c'est pour ça que c'est un peu compliqué aussi d'utiliser la synergologie en mode science exacte tout le temps. Truc. Et puis il y a aussi la peur de, moi je sais quand je disais ça à des gens, ils disaient non mais du coup tu vas banaliser et tout. Je suis en mode non mais on n'y pense pas quand tu discutes avec des gens, tu t'es pas en posture, t'es trop impliqué dans l'action entre guillemets pour avoir ce genre de recul sur les choses. Tout comme en empathie aussi, ça demande d'avoir un certain recul aussi des fois sur les choses. C'est ça. D'où l'importance des émotions, c'est-à-dire que d'une certaine manière c'est incontrôlable. Ouais. Ou alors c'est de la manipulation, je dirais. Feindre une émotion par exemple, ça reste de la manipulation, c'est peut-être visible dans le cas de la synergologie comme tu l'expliquais, mais personne n'a d'intérêt à simuler une émotion par exemple. Et c'est cette sincérité, je pense, dans toutes ces émotions, que ce soit l'empathie ou la colère ou d'autres choses, qui rend un peu tout ça compliqué. Ouais, après ce côté incontrôlable, en vrai je suis complètement d'accord dans le sens où nos émotions on peut pas forcément les contrôler je pense, mais il y a beaucoup de gens aussi qui vont jouer sur certaines émotions, les enfants qui font semblant de pleurer pour avoir quelque chose, ils ont très bien compris que certaines mécaniques étaient reliées à je pleure et donc j'ai une récompense, enfin j'ai quelque chose pour me consoler. Et tu te rends compte de ça quand ça pleurait, tu leur fais comprendre que ça marche pas, et 30 secondes après, ils pleurent plus du tout. Et tu commences genre, ok, tu vois bien que c'était de la comédie. Donc, et puis même aussi sur internet, il y a beaucoup de gens aussi qui vont exprimer leur souffrance ou exprimer ce genre de choses-là, que ça soit juste pour le partage, mais aussi pour des fois une quête d'empathie aussi, pour chercher du soutien. Et il y a des gens qui peuvent être à l'opposé en disant qu'ils font exprès, ou ils jouent sur les émotions, et au contraire qui n'arrivent pas du tout à être en empathie parce que justement ils ne partagent pas du tout cette expérience-là, ou une vision des choses, ce qui fait que par exemple il y a beaucoup par exemple le machisme chez les hommes, notamment sur les réseaux sociaux, par exemple quand on contrôle, il y a quand même pas mal d'extrêmes sur les réseaux sociaux dans la façon dont on exprime nos idées, parce que les 140 caractères, tout ça, bref, mais ce qui fait qu'on peut avoir vraiment des gens qu'on pourrait voir c'est pas de l'apathie carrément, mais on pourrait se dire, est-ce que c'est de la stupidité, est-ce que c'est de l'incompréhension, est-ce que c'est une incapacité à se mettre à la place des autres, ou avoir du recul sur soi-même pour être capable d'avoir du recul sur les choses en général.
mais qui fait que voilà, en fait on se rend vite compte que on n'a pas de l'empathie pour tout, et peut-être que ces personnes-là, en fait on les voit complètement, qui manquent complètement d'empathie, de compréhension de l'autre, mais peut-être que sur d'autres sujets ils peuvent être très gentils. C'est pour ça que y a beaucoup de gens qui par exemple, genre, qui vont s'indigner contre le hashtag Men Are Trash, qui disait que les hommes sont des déchets, quoi, en gros, si je puis traduire ça comme ça. Sauf qu'en fait, quand le hashtag a été créé sur ce là, il y a même hier, nous entend ça, j'ai vu un hashtag passer aussi pareil sur le sexe fort, entre guillemets, et t'as d'un côté ceux qui vont dire, en fait, c'est d'un point de vue culturel, c'est d'un point de vue, en fait, faut réussir à sortir de son propre ressenti pour dire moi je, oui, mais là on parle pas de toi tu, mais on parle de, en général, de la culture, de ce que ça crée comme conséquence à un point de vue sociétal. Et les gens qui sont pas capables de sortir de leur moi je, en fait ils sont dans une boucle où en fait ils n'argumentent que dans ça, en disant bah oui mais moi je ne l'ai jamais vu. Ce qui fait que par exemple j'avais vu aussi une ministre dire ah oui mais dans les transports moi je me suis jamais fait agresser, ou moi j'ai jamais eu des regards déplacés, ou il suffit de pas mettre des jupes et moi j'ai jamais eu de soucis. Et le fait de dire ça, en fait ça détruit complètement les autres expériences, parce que tu restes dans ta bulle personnelle, et du coup en disant moi je, en fait pour moi ça casse complètement l'empathie possible, parce que tu mets directement une barrière en disant mon expérience prime sur tout ce que pourraient dire les autres, et vu que moi je ne l'ai pas vu, ça n'existe pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si je suis parti trop loin encore une fois. Oui, complètement. Après, d'un autre côté, je pense pas qu'il faut forcément avoir vécu une situation pour pouvoir être empathique de celle-ci. Je pense qu'il y a des choses, après peut-être que ça fait appel à des émotions très très fortes, très ancrées, comme par exemple la mort ou l'amour, ou enfin d'autres choses. Mais je pense pas que dans certains cas, à mon avis, cette distance, elle est pas forcément là. Après, je sais pas si c'est une question de genre, de sexe ou de choses comme ça, parce que là t'as pris l'exemple en l'occurrence du genre, et surtout des problèmes de sexisme, etc. Effectivement, où moi aussi, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'empathie. C'est même plus la notion d'empathie. C'est je sais pas comment on pourrait. C'est de la peur, ou je ne sais pas. Et voilà, je pense que les deux points de vue se valent. Pour autant, ça me semble compliqué de dire que il faut forcément avoir vécu quelque chose pour ressentir de la colère, de la tristesse, ou même de la joie, quoi. Ouais. Pour quelqu'un d'autre. Bah c'est vrai que peut-être que l'expérience n'est pas. Enfin, je pense que l'expérience joue beaucoup, parce que bon, voilà, c'est ce qu'on a vécu qui va nous former, mais peut-être pas avoir vécu la même chose, mais au moins avoir une habitude de pensée qui est portée sur les autres, ou on a l'habitude de sortir justement de ce moi-je, tu vois, par exemple. Et si on a l'habitude de se mettre à la place des autres, la possibilité. Oui, c'est ça, exactement. Donc, merde, je sais plus ce que je veux dire. Ouais, c'est un peu comme ce que nous on fait, tu vois, genre avoir un réflexe de pensée, de déconstruction sur certaines thématiques. En fait, ça évite quand on aborde un truc, de juste dire un truc parce que c'est un stéréotype ou parce qu'on n'y connaît rien, mais parce qu'il faut bien sortir quelque chose. Mais en fait, quand t'as un réflexe de déconstruction, on va dire, des choses pour comprendre d'où ça vient ou autre, bah t'auras un genre de distance, de prudence, je pourrais dire, dans ce que tu vas dire. Ouais. Ce qui fait que naturellement, justement, tu vas, avec des guillemets naturellement évidemment, mais tu vas avoir pris l'habitude de pas offenser, on va dire, d'autres personnes, de pas dire des choses qui pourraient avoir des conséquences, parce que justement tu sais que ça peut avoir des conséquences. Et je pense que c'est pareil pour les sentiments et l'empathie, dans le sens où quand on a l'habitude de se mettre à la place des autres, de sortir un peu de ce qu'on nous ressent aussi, pour essayer de réussir à comprendre l'autre aussi, dans le sens où par exemple, bon exemple personnel, mais genre avec mon père, on n'a pas beaucoup d'empathie l'un pour l'autre, on va dire, je pense. On a du mal à se mettre à la place de l'autre, mais pourtant, des fois c'est important de réussir à se dire, ouais, certes, ce qu'il fait, par exemple, me touche, me blesse, n'importe quoi, mais comprendre pourquoi il le fait, comment il pense, bah ça peut aider aussi à relativiser pour soi, même si lui, par exemple, n'est pas capable de faire le même travail pour moi, par exemple, ou en tout cas je ne le vois pas, mais ce genre de travail, de sortir de soi, ça peut aussi beaucoup aider, je pense, pour justement montrer aux autres aussi qu'on est capable de se mettre à leur place, et se dire, bah certes, moi j'ai jamais ressenti ça, ou certes, moi dans ta situation j'aurais jamais fait ça, mais je comprends pourquoi tu le fais. Je sais pas si. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est vraiment que je vois les émotions comme quelque chose de très primaire, quelque chose un peu
qui est là, qui est difficilement Contrôlable. voilà, c'est ça, et surtout décrire, ressentir une émotion et la décrire, c'est quand même quelque chose de très compliqué pour quelqu'un d'extérieur, que ce soit une question d'expérience ou pas. Exactement. Donc le fait que cette expérience, c'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où quelqu'un t'annonce une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, si tu ressens de manière primaire du coup une émotion, pour moi c'est compliqué de se dire je vais laisser cette émotion de côté pour faire attention et même si c'est la même démarche en soi, et me mettre à la place de cette personne. Ouais, mais tu peux très bien justement te mettre en empathie avec cette personne-là sans les mots, tu vois. Juste tu comprends son émotion. Oui. Elle peut avoir du mal à la nommer, toi tu peux avoir du mal à la décrire aussi. Ce qui est pas forcément bon aussi de le décrire devant elle, hein, parce que quand tu redécris quelque chose, c'est comme si elle le revivait, donc peut-être que ça peut aussi avoir un effet négatif. Mais juste du coup, au travers de gestes, au travers justement, tu te laisses porter aussi par tes émotions propres, tu vas lui faire comprendre que tu comprends ce qu'elle ressent et pouvoir la rassurer, même sans les mots en fait. Et le fait d'avoir ce genre de connexion, on pourrait dire, mentale, le fait d'être capable, que l'autre elle sente ce soutien psychologique, ça peut suffire aussi à ce que ça aille mieux, dans le sens où des gens, tu vas pas avoir besoin on dit souvent des fois mes meilleurs amis ou les gens les plus proches, on n'a pas forcément besoin de leur parler, qu'ils nous comprennent, c'est un peu ça. C'est pareil pour un animal de compagnie, un chien ou un chat, tu peux pas lui parler, tu peux lui parler, mais il va pas comprendre ce que tu lui dis, tout comme lui, tu pourras pas comprendre quand il t'aboie dessus ou quand il va te miauler dessus. Mais pourtant, tu vas réussir à comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il a envie ou autre, et lui aussi va comprendre ce que tu ressens. Et c'est pour ça que généralement on dit que les animaux de compagnie, par exemple, c'est un des meilleurs remèdes pour gérer les émotions, justement, parce que eux ils ont pas de filtre. Vu que c'est pas comme un humain qui va avoir son filtre social, qui va avoir aussi ses propres préoccupations ou autres, l'animal lui il va juste voir comment on se sent, ressentir ce qu'on ressent et adapter son comportement avec. Ce qui fait que quand on est malheureux ou autre, même un chien joueur, il va se mettre un petit peu contre nous, il va essayer de nous rassurer et tout. Ce qui fait qu'il va réussir à prendre sur lui, en quelque sorte, pour justement essayer de nous consoler, essayer d'être avec nous, en empathie en fait, alors qu'on n'aura même rien demandé, tu vois. Je sais pas si tu partages cette opinion. Complètement. Et ça rejoint un peu la question qu'on s'était posée sur les personnages fictifs. Ouais. Est-ce que comment le cinéma, je vais dire le cinéma en général, réussit à nous faire ressentir des émotions sur une situation qui est jouée avec des personnes qu'on ne connaît pas, qui sont des personnages fictifs et qui ont ou pas un background ou une histoire ou d'autres choses. Et moi, alors j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est vrai que avec du recul, je pense que si je regarde mes séries préférées, il y a certains personnages auxquels je suis vraiment attachée, parce que sur du long terme, par exemple sur une série, parce que les séries peuvent durer quand même des heures et des heures, un film un peu moins, mais ça doit être une démarche compliquée en soi, hein, mais je suis vraiment avec les personnages et je vis les situations comme eux et ça me rend triste ou joyeuse ou quoi que ce soit. Exactement. Oui, c'est un peu ce qu'on disait aussi, on parlait un petit peu en off et quand on a préparé un peu l'émission, de dire que on peut pas forcément être empathique, on n'est pas empathique, point, on peut être empathique de certaines choses. Ce qui fait que par exemple, c'est pour ça que par exemple l'empathie pour les histoires d'amour, généralement c'est quelque chose qui est plutôt construit pour les femmes, sans vouloir être sexiste, je ne rentre pas dans les détails, mais on dirait un peu. Mais ce qui fait que si on va voir des films, si on regarde les entrées à par exemple des séances de films à l'eau de rose ou même sur Netflix, si on regarde les types de profils qui regardent ce genre de série là, ça va être plutôt des profils féminins, pardon. Parce que peut-être que cette question des sentiments amoureux, c'est quelque chose qui leur parle plus. Alors là où par exemple d'autres, voilà, chacun a son profil aussi, hein, ce qui fait que on peut être très bien atypique aussi, mais on peut trouver des similitudes, je pense, entre certaines émotions et notre propre vécu. Ce qui fait qu'on va pas, tout comme si on écoute de la musique, on a toujours nos périodes, tu vois. Ah, j'ai ma période émo, j'ai ma période où j'ai écouté tel rap, tel type de rap par exemple, ou tel type de parole. Et on se rend compte qu'en fait on écoute aussi en fonction de ce qu'on ressent. Et c'est jamais la même chose, ce qui fait qu'on peut écouter des musiques des fois être nostalgique et dire ah oui, je me souviens de ça, c'était quand j'étais pas bien. Et du coup on assiste, on entre un peu en émotion justement avec des personnages fictifs, avec même des fois des musiques, avec des paroles de chansons, avec des jeux vidéo, avec un peu tout ce qui nous entoure. Ça va être aussi des personnages de BD ou autres. Je sais qu'il y avait une BD que ma soeur lisait et moi j'avais beaucoup aimé aussi, qui s'appelait Lou,
qui était très très bien, je vous la conseille d'ailleurs. Il y a un film d'ailleurs qui était très fidèle à la BD aussi qui est sorti, qui était très très bien aussi. Et il y avait aussi... J'essayais de me souvenir pendant que tu parlais tout à l'heure, mais j'ai pas réussi à me souvenir. Mais il y a une série justement où des fois j'étais tellement en empathie avec les personnages que j'étais obligé de mettre pause, tellement je me sentais mal pour le personnage dans ce qu'il allait vivre. J'ai plus le nom de la série, mais en gros c'était une série où, en mode télé-réalité, montrer mais de façon réaliste en fait comment ils construisent les dramas, comment ils font en sorte que ça se passe devant la caméra, ce genre de choses là, etc. Et on suit du coup la sous-productrice, celle qui va vraiment être sur le terrain, qui va diriger les personnes et tout, qui va prendre les décisions. Et on voit à quel point c'est difficile pour elle aussi ce genre de métier-là, parce que c'est difficile justement de dire je vais provoquer des problèmes, je vais provoquer le fait que ces personnages soient plus ou moins bien, pour que ça fasse de l'audimat, tu vois, pour qu'il y ait de l'action. Et il y a des moments où j'étais obligé de mettre pause parce que je me sentais pas bien. Et de plus en plus, les films qui nous parlent le plus, je pense, en fait des fois on est tellement en empathie avec ces personnages, on les comprend tellement plus. Des fois il y a des gens qui vont dire je suis plus en empathie devant un jeu ou devant un film que devant des vraies personnes. Ça peut arriver, parce que justement ça résonne plus avec notre propre expérience, et on a l'impression en tout cas, c'est peut-être pas forcément qu'une impression, c'est peut-être dans les faits, que ça résonne beaucoup plus avec nous que d'autres personnes qui peuvent nous entourer. Et c'est pour ça que je pense que justement ce côté fictionnel, en fait, faut pas le voir comme... faut vraiment le voir comme quelque chose d'important aussi, parce que ça peut complètement nous construire. Et c'est pour ça que quand on sort d'un film, des fois on n'est pas bien, ou au contraire on est super content, parce que justement on a été complètement en empathie avec ce qu'on a vu, ou bien on a juste été diverti, ça peut arriver aussi. Mais voilà, je sais pas si du coup toi ça te parle. Oui, complètement. Oui, ça me fait penser justement, tu parlais des recommandations un peu... avec des films plus d'amour pour les filles entre guillemets. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais justement ils ont les grosses plateformes comme ça, que ce soit de VOD ou de Netflix ou Spotify par exemple, ils ont créé des algorithmes qui reprennent un peu j'imagine des informations selon ce qu'on a regardé, si on l'a regardé très vite, si on l'a regardé dès sa sortie, etc., pour un peu définir notre profil. Et c'est un profil qui, j'imagine, qu'on pourrait déterminer selon les émotions qui nous touchent, par exemple. Ouais. Même si, évidemment, le scénario, les personnages, tout ça, c'est très important. Mais le fait de se dire qu'ils ont réussi à créer une sorte d'algorithme, donc un code qui nous ressemble, pour nous proposer même si c'est un but mercantile derrière, mais pour nous proposer les meilleures choses. Et après, je sais pas si ça marche à tous les coups. Moi, j'ai pas de compte, j'ai pas de compte perso. On est plusieurs, donc forcément, c'est. Je suis par exemple sur ma mère regarde que des films policiers espagnols. On ce qui n'est pas forcément. Voilà, c'est ça. Voilà, ce qui n'est pas forcément ce que je regarde, mais c'est vrai que j'imagine que ils ont toutes ces informations là, et ils les décryptent par rapport aux émotions qu'on va ressentir avec une série, par exemple. Ce que je trouve fou, en fait. Déjà, de toute façon, ça fait très longtemps que dans la télévision ou le monde des séries, ils ont des profils types, même pour les programmes télé. Ils savent que tel programme, il est plutôt axé pour par exemple, tout ce qui est enquête, genre Colombo, tout ça. Ils savent que ça parlera plutôt à des femmes au foyer, ce genre de choses-là. Et il y a vraiment des trucs comme ça, et c'est le danger aussi. Plus ça va avec la technologie, plus il y a ce qu'on appelle la data, donc toutes les données, justement, comme tu disais, savoir qu'est-ce qui a été le plus regardé, si on passe plus ou moins certains passages, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas. Il y a le risque aussi d'avoir un truc entre guillemets complètement aseptisé, parce que justement ça répondra complètement à des codes lissés pour plaire au plus grand nombre, mais qui dans les faits en fait manqueront de créativité, justement parce que ça sera impersonnel, parce que ça se basera sur des algorithmes. Ce qui fait que il y a des jeux aussi comme ça, notamment les jeux mobiles. Par exemple, il y avait un jeu mobile, je crois que c'était un truc genre Farmville, un truc comme ça. Ils ont ajouté les animaux dans le 2, parce qu'en fait dans le 1 ils se sont rendu compte qu'il y en avait un, et il y avait beaucoup de joueurs qui passaient beaucoup de temps avec, alors qu'en fait ça servait à rien. Et du coup dans le 2 ils l'ont rajouté, parce qu'ils savaient que c'était une volonté des joueurs. Donc on peut se dire, est-ce que ça peut être compliqué, mais après c'est vrai que si on laisse la liberté créative, l'avantage c'est que on peut aussi plus facilement parler à des gens, parce que c'est une expérience plus personnelle qui est mise en avant par des artistes ou autres, mais en même temps il y a le risque que ça déplaise plus aussi, parce que vu que c'est moins lissé, il y a certains où ça va peut-être entrer en affrontement entre guillemets avec leurs propres expériences, avec leur propre entre guillemets empathie, on pourrait dire, ce qui fait qu'en fait les gens qu'on va toucher, on va les toucher encore plus, mais les gens qu'on va toucher négativement, on va dire, ils seront encore plus négatifs avec nous. Et il y a une série comme ça qui s'appelle Sense8, donc Sense8,
qui est une série sur Netflix aussi, que moi franchement j'ai adoré, et qui a pour beaucoup, notamment la communauté LGBT, etc., a beaucoup plu parce que justement ça parle beaucoup de ces thématiques-là. Mais par exemple, tous ceux qui sont entre guillemets anti-LGBT, si je puis dire, bah eux ils ont détesté par exemple, parce que justement ça pas du tout avec leur. Ils sont complètement. Okay. Enfin, ils sont pas du tout ça ne résonne pas du tout avec leurs propres expériences, quoi. Et je vois le temps qui tourne. Peut-être oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, on va dire. Qu'on conclut. Tourne assez rapidement. Mais l'avantage, c'est que plus ça tourne, plus vous avez aussi du jeu que vous voyez. Et d'ailleurs, je pensais tout à l'heure aussi, tu disais que les émotions sont brutes, et vous avez dû le voir aussi dans le gameplay. Parce que par exemple, le rouge, la première émotion qu'on a, bah, on l'a subi comme un vent violent. Vous avez dû le voir, je sais pas trop là où est-ce qu'on en est, à peu près dans l'expérience, mais le jeu illustre beaucoup justement. Va peut-être résonner aussi beaucoup avec ce que tu vas dire. Est-ce que tu as quelque chose encore à ajouter, ou est-ce qu'on va essayer de se diriger un peu vers la fin? Je pense que c'est mieux qu'on se dirige vers la fin, comme ça on leur laisse découvrir aussi les autres couleurs. Bon, après il y en a pas non plus, et tout ce qui s'y rattache. N'hésitez pas à jouer au jeu, encore une fois. Toi, bon, c'est ton jeu favori de la liste. Il fait partie des donc jeux forcément. de la liste. J'ai pas envie de les classer non plus, parce que ça serait purement capitaliste et purement voilà, c'est difficile justement, encore une fois, on raisonne en émotion avec chacun des jeux, ce qui fait que c'est difficile de les classer, parce que ils peuvent tous résonner avec des émotions différentes. Mais ouais, évidemment, tous les jeux qu'on a choisis, je vous conseille Gris particulièrement. J'ai oublié de le préciser au début, mais il dure à peu près 3 heures et demie à faire. Voilà. Juste peut-être une petite phrase petite phrase d'ouverture. Vas-y. Désolé, c'est vrai que je parle beaucoup, je m'excuse aussi pour ça, c'est horrible. Mais je mettrais comme phrase d'ouverture, même si on pourra en mettre plein sur les sujets qu'on a traités aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a une limite justement à des émotions qu'on peut ressentir, dans le sens où justement il y a des gens qu'on va cacher ce qu'on ressent des fois. Mais moi par exemple, je suis quelqu'un qui m'exprime très très peu avec mes proches sur certaines émotions, et je sais que ma mère m'a toujours dit un jour ça va exploser, même ma soeur me le dit, le jour où ça va péter par contre ça va être incroyable, dans le sens ça va être dur quoi. Pour l'instant ça n'a pas explosé, mais voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a une limite à nos émotions? Est-ce que quand il y en a trop ça déborde, dans le sens où des fois on peut justement réussir à cacher nos émotions, mais jusqu'à quel point? Et justement pour ça je serais peut-être la posture de l'homme blasé, je crois que j'ai abordé la dernière fois. Oui, tu l'as évoqué. Voilà. Si vous n'avez toujours pas été voir, vous pourrez aller voir. Voilà. Et comme conseil aussi d'œuvres extérieures, on n'en a pas mis pour Gris, parce que vu qu'on parle d'émotion, vu qu'on parle d'empathie, bah en fait ça va être, ce qui va être plus intéressant, c'est de voir avec quel film justement, ou quelle série, ou quel jeu, ou quel média vous entrez en résonance, qui vous touche particulièrement. Est-ce qu'il y a déjà des films ou des séries qui vous ont fait pleurer, qui vous ont fait rire, que vous avez été obligé de mettre pause parce que justement vous sentiez pas bien sur ce qui allait arriver, ou je sais pas, comme moi. Dites-moi que je suis pas seul là. Non, mais voilà, je pense que c'est ça qui est le plus important. Et puis nous, on fera un plaisir évidemment de lire vos réflexions, de lire vos suggestions, carrément, et d'aller voir nous-mêmes aussi. C'est ça. Voir si ça résonne aussi avec nous, comment on l'a vécu, puis même entre vous, pour voir peut-être des mêmes films, des mêmes séries, comment vous les avez vécus différemment, et du coup pourquoi. Voilà. Bon, merci Johan. Merci à toi Marion, comme d'habitude. Et on se trouvera la prochaine fois, petit teaser, pour parler là on parlait justement des émotions, de ce qu'on vit au quotidien. On va essayer de parler un petit peu de comment des fois on peut avoir besoin de sortir un peu de ça aussi, de se déconnecter. Exactement. Et donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ça. Voilà. C'est ça. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas du coup à liker, partager, mettre des commentaires évidemment, et à nous suivre, en tout cas la douzaine sur un peu tous les réseaux, pour être au courant d'un peu tous les autres projets qu'on peut avoir, et pour être au courant surtout des prochaines vidéos de cette série que vous suivez évidemment plus que tout le reste. On en est sûr. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine Marion. Salut.